Bienvenue, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Le bonheur est dans le pré. En tout cas, pas à Paris. C'est la conclusion d'une enquête qu'Europe 1 vous révèle ce matin. 67% des salariés d'Île-de-France expriment le souhait de trouver un travail en province. Explication dès le début de ce journal. Les résultats du bac tomberont demain. Engagement du ministre de l'Éducation nationale. Les élèves dont les notes ont été retenues par des professeurs grévistes se verront attribuer leur moyenne de l'année. Et puis la très belle affiche de la Coupe du Monde féminine de football. Les Américaines tenantes du titre affronteront les Néerlandaises championnes d'Europe. Coup d'envoi dimanche à 17h. Et à 8h12, l'actualité internationale, un carnage. Au moins 44 migrants ont été tués dans un bombardement aérien sur leur centre de détention en Libye. Pas de condamnation unanime du Conseil de sécurité de l'ONU. L'analyse à 8h12 donc avec Vincent Herouet. Et à 8h15 David, vous recevez Marc Fesneau, le ministre modem des relations avec le Parlement. Europe 1. Les bouchons, le prix du mètre carré, la pollution, parfois pas de place en crèche, la mauvaise humeur généralisée. Oui, c'est ce que certains appellent l'enfer de la vie parisienne. Eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux à dire stop. Selon une étude que nous vous révélons ce matin, réalisée par le site regionjob.com, 67% des salariés d'Île-de-France disent vouloir partir vivre et travailler en province. C'est 8 points de plus que l'an dernier. Olivier Samin. Ils travaillent depuis plus de 4 ans à Paris et gagnent plutôt bien leur vie, mais c'est décidé. Avec Mehdi, son compagnon, Anaïs va quitter la capitale. Ça fait plusieurs mois que l'un et l'autre recherchent activement un poste en province, avec une préférence pour les Hauts-de-France ou la région lyonnaise. Lui est juriste, elle travaille dans la com, mais s'il le faut... Je suis prête à changer de métier, clairement, pour quitter Paris. Aujourd'hui, le confort de vie est vraiment important pour moi et Paris ne répond pas à mes besoins. Et si à Paris, on vous propose une évolution professionnelle que vous ne trouverez jamais en province, vous, non, ça vous en fichez. L'argent, ça n'achète pas tout. Avec moins d'argent en province, on peut faire plus et l'argent ne fait pas le bonheur. Pour le coup, c'est Paris qui me l'a appris. Nicolas, lui, est ingénieur et il travaille à Nantes. Le choix de Mehdi et d'Anaïs, il le comprend parfaitement. Ils ont bien raison. Et je constate que dans mon groupe d'amis, avec beaucoup de gens qui sont partis habiter à Paris, on est en train de récupérer tous nos amis à Nantes aujourd'hui et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La vie a fait que s'installer à Nantes, pour chacun avec des raisons diverses, devenait une bonne solution et permettait de vivre peut-être moins à 100 à l'heure en permanence. Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, c'est le top 3 des régions qui attirent le plus les candidats à la mobilité. Dans le bas du classement, on trouve la Bourgogne-Franche-Comté et juste au-dessus, l'Île-de-France. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Il n'est manifestement pas du genre à perdre au bras de fer. Oui, le ministre de l'Éducation nationale assure que les résultats du bac seront publiés comme prévu demain. Pas question de reporter parce qu'une minorité de professeurs grévistes refuse de transmettre les notes des copies qu'ils ont corrigées. Avec nous, Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Jean-Michel Blanquer a en fait trouvé une parade en 2 volets, Virginie. Alors, il y aura probablement des copies manquantes. Demain, Jean-Michel Blanquer ne l'exclut pas. Il y en a encore moins de 100 000 sur 4 millions, selon le ministre. Mais d'abord, beaucoup de correcteurs devraient finalement les rendre aujourd'hui en les apportant au jury. Et puis le ministre de l'Éducation nationale a imaginé une solution. Si on prend le cas d'un candidat à qui il manque sa note de philosophie, eh bien c'est sa note de l'année, sa moyenne de contrôle continu qui sera prise en compte à titre provisoire. Et quand la note de l'épreuve du bac arrivera, si elle est meilleure, c'est celle-là qui comptera. C'est la même procédure que lors de la perte d'un paquet de copies. Le petit risque dont parlait encore hier matin le ministre semble avoir été éliminé. Et si des correcteurs continuaient de retenir les copies qui sont la propriété de l'État, eh bien, ils risqueraient des sanctions financières jusqu'à 15 jours de retenue sur salaire, soit au moins 1 000 €, une suspension de 15 jours à plusieurs mois et des poursuites pénales pour vol et recel. La spécialiste éducation d'Europe 1, Virginie Salmen. Merci Virginie. Et comme vous venez de l'expliquer, la parade du ministre apparaît comme un avant-goût de la réforme qui donnera davantage de poids au contrôle continu dans l'obtention du baccalauréat. Alors, que pensent de tout cela les premiers concernés ? Jean-Jacques Herry est allé interroger des lycéens qui attendent leurs résultats. Si on fait appliquer la meilleure des 2 notes pour certaines matières, pour certains élèves, autant le faire pour tout le monde ou faire pour personne, mais là c'est pas cohérent. Il y a certaines écoles qui dépendent de mentions en bac et donc... Ça semble bizarre, on peut ne pas avoir la mention à premier abord et finalement la note peut nous sauver. C'est un peu embêtant pour nous, mais au moins on aura tous nos résultats, c'est ce qui compte je pense. Le contrôle continu, ça dépend du lycée, alors que le but du bac c'est qu'on soit tous
Ouais, c'est plus dans traité de la même manière, quoi. Au final, on revient sur la polémique de est-ce qu'il faut enlever le bac ou pas. C'est comme si le bac il servait à rien parce qu'il n'y a plus l'égalité et donc l'esprit du bac c'est plus la même chose. Les réactions de ces lycéens recueillies par Jean-Jacques Herry pour Europe 1. La criminalité évolue. La police judiciaire a rendu public hier toute une série de statistiques très inquiétantes, David. Oui, en particulier celles concernant le proxénétisme dans les cités. 3 fois plus d'affaires traitées qu'en 2016 avec des victimes toujours plus jeunes et toujours plus nombreuses. Les explications de Guillaume Bier. Les proxénètes des cités ont élargi leur horizon. D'après la police judiciaire, ils ne se contentent plus de mettre sous leur coupe des filles fragiles du quartier. Ils vont désormais recruter bien au-delà, explique Jean-Marc Droguet, le chef de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains. C'est souvent des échanges lors des soirées festives, c'est des recrutements via les réseaux sociaux, c'est une attention portée à ces victimes qui sont souvent vulnérables économiquement, psychologiquement, dans des situations professionnelles précaires, en rupture éducative, en rupture familiale, et souvent une promesse de gagner rapidement de l'argent sans vraiment faire état de la nature de l'activité. Et au fil du temps, ces jeunes filles, malheureusement, tombent dans le milieu de la prostitution. Et c'est le phénomène d'un proxénétisme franco-français qui aujourd'hui dépasse largement les filières étrangères d'exploitation sexuelle. Avec à la clé des profits colossaux pour ces petits caïds devenus proxénètes. Chaque fille exploitée peut rapporter 8 à 10 000 euros par mois. La moitié d'entre elles sont mineures. 270 ont été identifiées rien que l'an dernier, dont certaines ne se rendent pas compte qu'elles sont victimes, souligne un enquêteur, aveuglés par l'argent facile et la dépendance à leur proxénète. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Nous vous en parlions hier dans la matinale d'Europe 1, le fléau des féminicides. Nous apprenons ce matin un drame de plus. Un homme de 22 ans a été placé en garde à vue en Seine-Saint-Denis. Il est soupçonné d'avoir tué sa compagne. Elle était enceinte de 3 mois et elle avait déposé la veille une main courante après des violences conjugales. Je vous rappelle que depuis le début de l'année 2019, 70 femmes, donc 71, ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. La suite du journal avec David Doucan. Nous sommes le 4 juillet, c'est la fête nationale aux États-Unis. Oui, et cette année flotte un parfum de scandale. Donald Trump prévoit des célébrations en forme de grand spectacle. Il avait été, on le sait, très impressionné par le défilé du 14 juillet en France lorsqu'il était l'invité du président Macron. Avec nous, Sonia Dridi, l'une de nos correspondants à Washington. Le problème, Sonia, c'est qu'aux États-Unis, la démonstration de force militaire, eh bien, ce n'est pas dans les habitudes. Oui, inspiré par le 14 juillet en France, Donald Trump transforme la fête nationale américaine en grand show. Il n'a pas obtenu le défilé militaire dont il rêvait, mais en lot de consolation, il a droit à 2 chars d'assaut et 2 véhicules blindés exhibés pendant les festivités, un survol par l'avion présidentiel Air Force One et par des avions de chasse. Aux États-Unis, cette journée est d'habitude très patriotique, mais dénuée de dimensions militaires et politiques. Pour beaucoup d'Américains, la présence de blindés est choquante et Trump bouleverse un peu plus les célébrations avec un discours intitulé « Hommage à l'Amérique » qu'il prononcera dans la soirée sur les marches du Lincoln Memorial. Des tickets VIP ont été distribués à de grands donateurs républicains. Les démocrates accusent le président de vouloir s'accaparer la fête de l'indépendance et de la transformer en un meeting de campagne, mais il assure que son message passera auprès de la plupart des Américains. Ses opposants ont prévu de déployer dans le ciel de Washington le Baby Trump, ce bébé géant gonflable à l'effigie du locataire de la Maison-Blanche. Sonia Dridi, à Washington. Merci à vous, Sonia. Allez, un mot pour la Coupe féminine de football avant la finale. Oui, la Coupe du Monde. Les Néerlandaises ont battu les Suédoises hier en demi-finale, 1-0 après prolongation. La finale, ce sera donc États-Unis-Pays-Bas dimanche 17h à Lyon. Les Pays-Bas qui ne partent pas favoris. Simon Rubin. Les Néerlandaises championnes d'Europe en titre auront donc la lourde tâche, quasi impossible, de renverser les États-Unis en finale. Une affiche inédite, les Pays-Bas n'ont jamais atteint ce niveau de la Coupe du Monde. Pour les États-Unis, en revanche, c'est une habitude, 5e finale de l'histoire, et dans le discours de la défenseuse américaine Ali Krieger, pas l'ombre d'un doute, pas une once de crainte. On est de retour en finale, on sent qu'on le mérite vraiment, on a affronté les meilleures équipes et c'est ce qui compte parce que c'est ce qui fait de vous des championnes. Battre les plus grandes nations pour devenir les meilleures. Face aux États-Unis, les Pays-Bas, c'est la nation qui monte, symbole d'une Europe qui se passionne de plus en plus pour le foot féminin, mais qui semble encore bien fragile comparé au football ultra professionnalisé des Américaines. Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.